Mon frère s'est présenté, muni d'une fausse ordonnance du tribunal et d'un siège auto vide, affirmant qu'il était là pour ramener mon bébé à la maison, puis il a fredonné notre berceuse d'enfance, à travers la porte. Quand je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça, il a cligné des yeux lentement, puis a murmuré, « Parce que j'ai déjà dit à tout le monde qu'il est à moi. » Je n'ai pas dit un mot. C'était il y a presque un an. Ce matin, il était assis devant notre ancienne maison, dans sa voiture, berçant un poupon et fixant le vide. « Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous prendre votre bébé ?» Quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte, elle a souri, puis a dit, « Un timing parfait. La dernière série de traitements de ton frère vient d'échouer, et je lui ai déjà promis que tu porterais un bébé pour lui. » J'avais été élevé en voyant ma mère donner tout ce que je possédais à mon frère aîné. Quand je recevais un vélo pour mon anniversaire, maman me laissait le conduire pendant une semaine, avant de l'emmener dans le garage de Grant, parce qu'il en avait plus besoin que moi. Je pensais qu'il s'agissait d'un favoritisme ordinaire, jusqu'à ce que je comprenne que maman croyait sincèrement que j'existais pour subvenir aux besoins de Grant. Elle disait aux membres de la famille que j'étais la petite doublure de Grant, que Dieu lui avait donné un fils et une fille pour que la fille puisse porter le fils, chaque fois qu'il faiblissait. Quand Grant a épousé Renata, et que les années ont passé sans bébé, maman a commencé à faire des allusions à d'autres options. Elle me fixait, de l'autre côté de la table, lors des dîners de famille, et disait à Grant de ne pas perdre espoir, que les réponses finissaient par arriver pour les personnes qui avaient assez de foi. J'étais trop naïve pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Je pensais qu'elle parlait d'adoption, ou d'un donneur, et non qu'elle avait déjà décidé que mes futurs enfants appartiendraient à mon frère. Mon mari, Wells, et moi essayions depuis un an. Quand je suis enfin tombée enceinte. Je voulais attendre avant de l'annoncer à ma famille, mais Wells a insisté pour que nous partagions cette joie. Quand je l'ai dit à maman, lors d'un dîner dominical, elle a joint les mains, puis s'est tournée vers Grant. « Tu vois, je t'avais dit que ça s'arrangerait, » a-t-elle dit. Grant a commencé à pleurer de soulagement, tandis que maman expliquait que je remettrais le bébé à mon frère juste après la naissance. Elle avait déjà affirmé à Grant et à Renata que j'avais donné mon accord, des mois auparavant. Je me suis levé si brusquement que j'ai renversé ma chaise. Je leur ai dit qu'ils étaient fous, s'ils s'imaginaient que j'allais donner mon bébé. Le visage de maman est devenu glacial. Elle m'a rappelé tout ce que la famille avait sacrifié pour moi, comme si l'amour était un prêt, exigible dès l'instant où Grant avait besoin de quelque chose. Grant continuait de murmurer, « mon fils, comme si ces mots étaient déjà une réalité. Wells et moi avons décidé que nous devions nous éloigner d'eux le plus possible, avant l'arrivée du bébé. Wells a obtenu une mutation dans un autre état, et nous sommes partis, sans dire à quiconque où nous allions. J'ai donné naissance à notre fils dans un anonymat paisible. Pendant 6 mois, nous avons été une famille ordinaire. Puis, la mère de Wells a laissé échapper l'existence du bébé devant une personne restée là-bas. En l'espace de quelques jours, maman nous a retrouvés. Elle a amené Grant, qui avait perdu du poids, et semblait vidé de toute substance. 6 mois, a chuchoté Grant à la porte, « J'attends mon fils depuis 6 mois. » Il vivait comme si le bébé était déjà le sien, racontant à tout le monde que son fils avait été temporairement placé chez sa sœur. Dans son esprit, il était déjà le père. Maman a expliqué calmement que Renata quitterait Grant s'il ne rentrait pas à la maison avec un bébé, et que son mariage, ainsi que tout son avenir, en dépendait. J'ai essayé de refermer la porte, mais Grant a coincé son pied dans l'entrebâillement. « S'il te plaît » a-t-il supplié. « Je te laisserai lui rendre visite. Tu pourras être la tante. Je te laisserai même le garder de temps en temps. » Il pensait sincèrement se montrer généreux. Devant mon refus persistant, la voix de maman s'est durcie. Elle a déclaré que, si je ne remettais pas le bébé de mon
Plein gré, il le prendrait de toute façon. Grant avait déjà déposé des documents officiels, affirmant que j'avais accepté de porter l'enfant en tant que mère porteuse. De faux contrats, des courriels fabriqués de toutes pièces. Toute une traçabilité documentaire montrant que je lui avais promis cet enfant. Wells a appelé la police, mais maman et Grant étaient déjà partis avant l'heure. Arrivés. Les agents ont déclaré que, sans menace immédiate, il s'agissait d'une affaire civile. Nous avons engagé un avocat qui nous a dit que les documents falsifiés étaient manifestement faux, mais qu'il faudrait tout de même les contester devant le tribunal. Pendant que nous attendions l'audience, maman a intensifié ses attaques. Elle a contacté la protection de l'enfance, affirmant que nous vendions de la drogue depuis la maison. Elle a contacté l'employeur de Wells, prétendant qu'il avait volé de l'argent. Elle a demandé la garde d'urgence, se présentant comme la grand-mère inquiète d'un enfant en danger. Chaque fausse déclaration devait faire l'objet d'une enquête, et chaque enquête vidait nos économies en frais juridiques. Pendant ce temps, Grant a commencé à apparaître partout. À l'épicerie, chez le pédiatre, au parc au bout de notre rue. Il restait à distance, prenait des photos, apprenant notre routine. Il articulait en silence, mon fils, chaque fois que nos regards se croisaient. J'ai arrêté de vivre normalement. Je vérifiais les verrous une douzaine de fois par nuit, et je redoutais de quitter la maison. Wells a commencé à s'absenter du travail pour rester à la maison et nous protéger, ce que son patron ne comprenait pas. Puis, une lettre de l'avocat de Grant est arrivée. Il réclamait la garde, en invoquant l'aliénation parentale. Le faux accord de gestation pour autrui était joint, accompagné de déclarations signées d'amis de la famille, jurant que j'avais promis le bébé à Grant. Maman avait convaincu la moitié de notre ville natale que j'étais une mère porteuse, partie en cavale avec l'enfant de mon frère. Notre avocat nous a dit que nous pouvions nous battre, mais que cela prendrait des années et nous coûterait tout, ou que nous pouvions régler l'affaire à l'amiable, avec un droit de visite qui commencerait modestement pour s'élargir ensuite. Nous étions assis dans notre salon, épuisés et presque ruinés, quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu Grant, tenant un siège auto, et derrière lui tenaient maman et deux hommes que je ne connaissais pas. Nous sommes là pour prendre le bébé pour la nuit, a crié Grant à travers la porte, l'ordonnance du tribunal est signée. Mes mains tremblaient pendant que je consultais mon téléphone. Notre avocat venait de m'envoyer un SMS d'urgence. Un juge avait accordé un droit de visite temporaire en attendant l'audience plénière, avec effet immédiat. Wells était déjà en train d'appeler la police, mais je savais qu'il serait obligé de faire appliquer une décision de justice. Grant a de nouveau frappé, plus fort. Ouvre la porte, a-t-il dit doucement. Papa est là pour s'occuper de toi. Maman souriait. Ils avaient gagné 7 manches, et nous savions tous les deux que, dès l'instant où Grant l'aurait ne serait ce qu'une nuit, il ne le ramènerait jamais. Je me suis agrippé au montant de la porte pour rester debout. Wells a raccroché, puis s'est placé à mes côtés. Sa mâchoire était si crispée que je pouvais voir son muscle tressaillir. Il a pris notre fils de mes bras, car les miens tremblaient trop pour le tenir en sécurité. Ses yeux ont croisé les miens, et j'y ai lu la même terreur, mais aussi une farouche détermination. La police est arrivée en quelques minutes. Même si cela a semblé durer des heures. 2 policiers ont traversé la pelouse. Tandis que Grant reculait, serrant le siège auto vide comme un trophée. Maman se tenait derrière lui, une main posée sur son épaule, l'épaule de Grant. Son expression sereine, comme si tout cela était parfaitement normal. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Le premier agent, une femme au regard assuré, nous a regardés, nous et le groupe sur la pelouse, puis a demandé à voir l'ordonnance du tribunal. Grant a failli la lui jeter, ses mains tremblant d'excitation.
Elle l'a lu attentivement, tandis que son coéquipier surveillait les alentours. Et j'ai vu ses sourcils se froncer de plus en plus au fil des lignes. Elle a demandé si nous avions un avocat. Wells lui a donné le numéro, et elle s'est écartée pour l'appeler. Pendant son absence, Grant s'est avancé lentement vers la porte, cherchant le bébé du regard derrière moi, et maman lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, ce qui l'a fait hocher la tête rapidement. L'agent est revenu après ce qui a semblé être une éternité. Elle nous a dit que notre avocat était en route, et qu'il nous avait conseillé de ne pas nous conformer à l'ordonnance avant son arrivée, car le juge dont le nom y figurait était connu pour signer des requêtes d'urgence sans examen approfondi. Le visage de Grant s'est effondré, et il a commencé à gémir au sujet de son fils, disant combien de temps il avait attendu, affirmant que nous le torturions. C'est alors que le masque de maman est tombé. Sa voix est devenue tranchante, et elle a exigé que les policiers fassent appliquer l'ordonnance sur le champ, menaçant de leur faire retirer leur insigne et de poursuivre le département de police. Le second policier s'est avancé, calme mais ferme, déclarant que, compte tenu des circonstances inhabituelles et de l'allégation de faux documents, rien ne se passerait avant l'arrivée des avocats. Il a pris sa radio, puis a appelé directement le tribunal pour vérifier l'ordonnance censée avoir été signée ce matin-là. Après un échange tendu, il a raccroché, le visage sombre. L'ordonnance était frauduleuse. Quelqu'un avait utilisé des documents officiels et un tampon volé pour la fabriquer. Le juge dont le nom y figurait s'était trouvé dans un autre comté. Toute la journée, il était furieux, et des poursuites allaient suivre. Un homme adulte, berçant un siège auto vide sur mon Porsche, pendant qu'un tampon de tribunal volé parlant son nom, et qui continue de penser qu'il est le plus raisonnable, c'était d'un niveau d'inquiétude tout à fait inédit. Les policiers ont pris les dépositions de tout le monde. Grant semblait sincèrement confus, insistant sur le fait que son avocat lui avait remis les papiers. Maman s'est accrochée à sa version, affirmant que j'avais accepté d'être mère porteuse, alors même que la fraude s'effondrait tout autour d'elle. Les deux inconnus se sont révélés être des huissiers de justice, que Grant avait engagés pour témoigner de la remise de l'enfant. En partant, les policiers ont averti Grant et maman pour violation de propriété, précisant que toute autre tentative de prendre notre fils se solderait par une arrestation. Grant sanglotait tandis que maman l'emmenait, mais pas avant qu'elle ne se retourne pour me regarder. L'expression calme, calculatrice, ce n'était pas fini. Notre avocat est resté après le départ de tout le monde et nous a exposé nos options, aucune d'elles n'étant simple. La fausse ordonnance nous aidait en réalité, a-t-il dit, mais la demande de garde de Grant suivait toujours son cours, et les faux documents de gestation pour autrui avaient été déposés auprès de plusieurs organismes. Démêler tout cela prendrait des mois, peut-être des années. Il nous a conseillé de tout documenter, chaque rencontre, chaque appel, chaque apparition, afin de constituer un dossier inattaquable sur ce harcèlement. Il nous a également recommandé de demander une ordonnance d'éloignement, tout en nous avertissant que cela risquait d'aggraver les choses avant de les améliorer. Cette nuit-là, Wells et moi avons dormi à tour de rôle, l'un de nous restant constamment éveillé pour surveiller les fenêtres et vérifier les verrous. Notre fils dormait paisiblement dans son berceau, inconscient de tout cela. Je me suis assise à ses côtés, pendant mon tour de garde, gravant son visage dans ma mémoire, terrifié à l'idée que cela puisse être l'une de nos dernières nuits ensemble. Le lendemain matin a apporté son lot de mauvaises nouvelles. Le patron de Wells a appelé pour le mettre en congé administratif, en attendant une enquête sur l'accusation de vol. L'accusation était manifestement fausse, mais l'entreprise devait suivre le protocole. Du jour au lendemain, nous sommes passés de 2 revenus à aucun. J'ai commencé à appeler les crèches pour les mettre en garde contre Grant et maman. La plupart se montraient compréhensives, mais précisaient qu'elles ne pouvaient pas refuser l'accès à un membre de la famille sans ordonnance du tribunal.
Une directrice m'a discrètement suggéré de trouver un établissement qui ne connaissait pas notre histoire familiale. Le message était clair, aucun endroit n'était vraiment sûr. Nos économies se sont rapidement épuisées, entre l'avocat, la perte de revenus et le système de sécurité que nous avons installé. J'ai commencé à vendre des affaires en ligne, tout ce dont nous pouvions nous séparer, y compris la bague de ma grand-mère, la seule chose que maman n'avait pas déjà donnée à Grant quand nous étions enfants. 3 jours après la fausse ordonnance, j'ai aperçu Grant dans le rayon bébé de l'épicerie, passant ses doigts sur les vêtements miniatures. Lorsqu'il m'a aperçu, il ne s'est pas approché, restant simplement là, immobile, à me fixer. J'ai abandonné mon chariot, puis je suis sorti. L'après-midi même, notre avocat a appelé pour nous annoncer une nouvelle encore pire. Grant avait déposé de nouveaux documents, prétendant que j'étais mentalement instable, et que j'avais menacé de faire du mal au bébé plutôt que de le lui céder. Il avait joint les déclarations de 3 témoins qui m'auraient prétendument entendu le dire. Tous 3 étaient des amis de l'église de maman, prêts à signer n'importe quoi pour elle. Cette allégation a déclenché une nouvelle enquête de la protection de l'enfance. Nous avions été blanchis auparavant, mais chaque nouveau signalement augmentait la surveillance, et l'assistante sociale nous a averti qu'une accumulation de signalements, même mensongers, était un élément que les tribunaux prenaient en compte. Wells a été innocenté en une semaine, mais le mal était fait. Son patron lui a dit que, bien qu'il le croie innocent, les perturbations avaient été trop importantes, ils lui ont proposé une indemnité de départ à l'amiable s'il démissionnait. N'ayant pas vraiment le choix, il a accepté. Puis, une enveloppe est apparue sous notre porte, sans timbre, déposée à la main. À l'intérieur se trouvaient des photos de notre fils au parc, chez le médecin, à travers la fenêtre de notre salon, chacune légendée de la main de Grant, le premier toboggan de mon fils, la visite médicale de mon fils. La dernière le montrait endormi dans son berceau, prise de l'extérieur, par la fenêtre. Wells a installé des caméras cette nuit-là, et nous avons installé le berceau dans notre chambre. Nous avons cessé d'emmener notre fils partout où cela n'était pas strictement indispensable. Nous étions prisonniers dans notre propre maison. Notre avocat a accéléré la procédure d'ordonnance d'éloignement, en s'appuyant sur ces photos qu'il trouvait lui-même très dérangeantes, et l'audience a été fixée à la semaine suivante. Le lendemain de la notification, notre boîte aux lettres a été détruite, nos pneus ont été crevés, et quelqu'un a tagué « voleuse de bébé » sur la porte de notre garage. Les caméras n'ont capté que des ombres. Je me surprenais à vérifier l'état de notre fils toutes les quelques minutes, ressentant le besoin de le voir, de le toucher, de m'assurer qu'il était toujours là. Wells a commencé à dormir par terre, à côté du berceau. Nous savions tous les deux que nous nous effondrions, sans pouvoir l'empêcher. Le jour de l'audience pour l'ordonnance d'éloignement est arrivé, nous étions assis dans le couloir du tribunal, notre fils dans son couffin posé entre nous. Grant et maman étaient assis tout au bout, avec leur avocat. Grant tendait le cou en permanence pour apercevoir le bébé, tandis que maman restait parfaitement immobile, les mains jointes, comme si elle était à l'église. Ce à quoi nous nous étions pas préparés, c'était à l'effondrement de Grant à la barre. Lorsqu'il a été interrogé sur les photos, il n'a pas nié les avoir prises. Il a sangloté en affirmant qu'il voulait seulement documenter les étapes de la vie de son fils, puisque nous le tenions à l'écart. Puis, il a sorti un livre de bébé qu'il tenait à jour, dont chaque page était remplie de notes. Le poids et la taille du bébé, copiés à partir des visites chez le pédiatre qu'il avait espionné, ses expressions faciales calquées sur les photos volées. Des projets pour son premier anniversaire, sa rentrée des classes, sa remise de diplôme. Dans son esprit, tout l'avenir était tracé, et il en était le père. Dans chaque scène. Même maman a semblé mal à l'aise alors qu'il perdait pied. Le
jugea accorder l'ordonnance d'éloignement. Grant et maman devaient rester à une distance minimale de 500 pieds, environ 150 mètres, de nous, de notre domicile. Et de notre fils, aucun contact, aucune photo, aucune surveillance. Grant a hurlé si fort qu'on a dû l'escorter vers la sortie. Maman l'a suivi, non. Sans avoir croisé mon regard une dernière fois, d'un air qui me promettait qu'elle trouverait un autre moyen. Et elle l'a fait. Ne pouvant plus approcher à moins de 500 pieds, elle a orchestré sa campagne en passant par d'autres personnes. Des notifications juridiques sont arrivées de 3 cabinets d'avocats différents, chacun engagé par un membre différent de son église, faisant tous part de leurs inquiétudes quant à nos capacités de parents. La coordination était évidente, bien qu'impossible à prouver. Wells passait ses journées à répondre aux accusations, pendant que je restais à la maison avec notre fils. Notre salle à manger était ensevelie sous les relevés bancaires, les dossiers médicaux et les historiques professionnels, chaque réponse nous coûtant un argent que nous n'avions plus. C'est alors que Becca, la cousine de Wells qui vivait encore là-bas, nous a appelés pour nous révéler ce que faisait maman. Maman avait créé un groupe de soutien à l'église pour les parents coupés des enfants de leur famille, partageant son histoire tragique d'une fille qui lui avait volé son petit-fils. Becca a assisté à une réunion en prétendant que son propre fils avait rompu les ponts avec elle, et elle a enregistré maman, expliquant que les pièces justificatives faisaient tout, que de nombreux signalements provenant de personnes différentes avaient plus de poids qu'une plainte unique. Et que la patience finirait par user même les plus récalcitrants. Maman dispensait un véritable cours de harcèlement juridique. Nous avons remis l'enregistrement à notre avocat, qui a secoué la tête, rien de ce qu'elle disait n'était techniquement illégal. Elle n'avait jamais demandé à quiconque de mentir, mais seulement de faire part de leurs préoccupations aux autorités. Toute une vie de manipulation en avait fait une experte dans l'art de flirter avec la ligne rouge. Notre fils a eu 1 an au cours de ce siège. Nous ne pouvions pas organiser de fête, ni inviter qui que ce soit susceptible de partager une photo ou notre localisation. Wells a préparé un petit gâteau, j'ai suspendu quelques ballons, et nous avons chuchoté, joyeux anniversaire, de peur que quelqu'un n'écoute aux fenêtres. J'ai pleuré lorsqu'il a enfoncé son poing dans le glaçage, en repensant à tous ces moments ordinaires qui nous étaient volés. La communauté se refermait sur nous. Une femme nommée Lorraine, qui avait elle-même 6 petits-enfants et entretenait des relations normales avec chacun d'eux, m'a coincé à la station-service, me faisant bruyamment la morale sur le pardon et la famille. Tandis que d'autres clients hochaient la tête en signe d'approbation. Elle avait trouvé sa cause dans le groupe de maman, un moyen de se sentir vertueuse. Puis, des personnes de ce groupe ont commencé à apparaître. Embauchées dans les endroits que nous fréquentions le plus, un nouvel hôte d'accueil au supermarché, un nouveau technicien à la pharmacie, une réceptionniste chez le pédiatre dont les comptes suivaient Grant en ligne. Aucun d'eux ne violait l'ordonnance d'éloignement. Ils se contentaient de nous surveiller et de faire des signalements, transformant chaque course ordinaire en une traversée de territoire ennemi. Grant est passé à la vitesse supérieure, d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Il a lancé un blog intitulé Mon chemin vers la paternité. Il y décrivait les difficultés de fertilité de Renata, la promesse de sa sœur de l'aider, et son long combat pour ramener son fils à la maison. Il a publié des images d'échographie que j'ai reconnues comme étant les miennes, ainsi que des photos de nouveau-nés qu'il avait récupérées sur mes comptes avant que je ne verrouille tout. Dans sa version de l'histoire, il avait été présent dans la salle d'accouchement, il avait choisi le prénom, et il était le père à chaque ligne. Le blog s'est propagé dans les milieux traitant d'infertilité et de droits des proches, et bientôt, des inconnus m'ont envoyé des messages pour me dire que j'étais un monstre. Quelqu'un a divulgué notre nouvelle adresse dans les commentaires, de manière codée mais suffisamment claire. Des colis ont commencé à arriver, certains contenaient des articles pour bébés destinés au fils que Grant s'attendait à ramener chez lui, d'autres contenaient des choses bien pires.
Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider un père à retrouver son enfant volé, récoltant des milliers de dollars en quelques jours, pendant que nous nous noyions sous les frais juridiques. Le plan de maman, qui visait à nous épuiser financièrement, fonctionnait exactement comme prévu. Qu'une congrégation entière ressente soudain le besoin de régenter les affaires privées d'une famille en dit long sur ce que maman murmure derrière les portes closes. Lorraine a 6 petits-enfants à elle, et trouve encore le temps d'embusquer des inconnus à une pompe à essence. Puis, les caméras ont détecté du mouvement dans la cour arrière, à 3 heures du matin. Wells a attrapé la batte que nous gardions près du lit, tandis que je me précipitais vers le berceau. La silhouette près de la clôture a disparu avant que nous puissions obtenir une image nette. Le lendemain matin, nous avons trouvé ce qu'on avait laissé derrière, une petite caméra déclenchée par le mouvement, braquée sur la fenêtre de notre fils, qui transmettait des images vers un endroit impossible à retracer. Quelqu'un avait surveillé mon bébé pendant son sommeil. Nous avons déplacé le berceau dans notre dressing sans fenêtre, posé un verrou à l'intérieur, puis nous avons transformé notre maison en forteresse, pièce par pièce. Ce n'était pas une vie, mais c'était la nôtre. Notre avocat a tenté un dernier recours. Il a déposé une requête d'urgence exposant l'ensemble du stratagème, la fausse ordonnance, les signalements coordonnés, la ruine financière, la surveillance, démontrant ainsi que Grant et maman utilisaient les tribunaux comme une arme, qu'ils n'avaient jamais été question de garde d'enfants, mais bien de contrôle. Cette juge avait la réputation de ne pas se laisser manipuler, et elle a accepté de tenir une audience d'urgence. Durant la semaine qui a précédé celle-ci, tout s'est intensifié. Les espions se sont multipliés. Le blog de Grant affichait un compte à rebours. Jusqu'au jour de la réunion. Le groupe de maman organisait des veillées devant le tribunal. Le matin de l'audience, sous un ciel gris et pluvieux, nous avons pris la route avec notre fils qui gazouillait dans son siège auto, suivi de près par une file de voitures qui a fait tout le trajet derrière nous, tout en respectant la distance légale. Avant de border les rues à l'extérieur du parking. Wells portait notre fils, tandis que je transportais les cartons de preuves. À l'intérieur, Grant était assis avec ses conseillers juridiques, berçant le poupon, lui murmurant des paroles à l'oreille. Le groupe de l'église de maman remplissait les bancs du public. De notre côté, les sièges étaient vides, à l'exception des nôtres. La juge a examiné nos éléments durant ce qui a semblé durer des heures, évaluant chaque document falsifié, étudiant les photos prises à travers nos fenêtres, lisant le journal de bord de notre harcèlement. L'avocat de Grant a plaidé que son client était simplement un homme au cœur brisé, cherchant à maintenir un lien avec l'enfant qu'on lui avait promis. Lorsque la juge a interrogé Grant directement au sujet des photos de surveillance, sa réponse a stupéfié la salle. Il a expliqué, avec un calme absolu, qu'il devait documenter les étapes clés de la vie de son fils, puisque nous faisions obstacle à ses visites. Il a produit un calendrier détaillé des heures de sieste, de repas, et de jeux du bébé. Il connaissait son quotidien bien mieux que certains parents vivants. Pourtant sous le même toit. Le délire était total. Maman a témoigné ensuite, se présentant comme la pacificatrice qui maintenait unie une famille brisée. Parlant avec éloquence de l'importance des liens familiaux, tandis que les membres de son église opinaient du chef. Puis, notre avocat a méthodiquement démonté leur défense. Il a retracé l'origine des faux documents de gestation pour autrui jusqu'à une imprimerie située près de la maison de maman. Il a démontré que l'avocat de Grant avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires pour manquement à l'éthique. Il a diffusé l'enregistrement de Becca, prouvant ainsi que le groupe de soutien était en fait un centre de coordination de harcèlement. À chaque faux fuyant de maman, le regard de la juge se durcissait un peu plus. Le calme de Grant s'est finalement brisé lorsque la juge l'a interrogé sur la
Caméra placée devant la fenêtre du bébé. Il s'est levé, serrant la poupée contre lui, exigeant qu'elle lui rende son fils à l'instant même. Son avocat a tenté de le calmer, mais il avait perdu toute raison. Maman a essayé de justifier son comportement en disant qu'il était simplement sous le coup de l'émotion, mais le masque était déjà tombé. La juge avait pu voir exactement ce que nous subissions. Depuis un an, un homme si profondément ancré dans son délire qu'il croyait que notre fils était le sien. Son avocat a tenté une dernière intervention, sans succès. L'expression de la juge est devenue sévère. Elle a demandé directement à Grant comment il appellerait l'enfant lors de ses visites. Il a répondu sans la moindre hésitation qu'il l'appellerait Colton, le prénom qu'il avait choisi, et qu'il lui dirait qu'il était son vrai père. Il n'y voyait absolument aucun mal. Notre avocat n'a pas eu besoin de répliquer, Grant venait de plaider notre cause à notre place. Écartant l'épisode de la poupée, la juge a prononcé sa décision sur le champ. Le faux accord de gestation pour autrui a été déclaré nul et non avenu. La demande de garde de Grant a été rejetée définitivement, sans possibilité de recours. L'ordonnance d'éloignement a été rendue permanente, et étendue à maman, désignée comme l'architecte avéré de toute cette entreprise, interdiction d'approcher à moins de 500 pieds, aucun contact direct ou indirect, aucune surveillance, sous peine d'arrestation immédiate en cas de violation. Elle a transmis la fausse décision de justice, les documents falsifiés, et les signalements calomnieux au procureur de la République pour des poursuites pénales, y mentionnant nommément maman. Elle a ordonné que Grant se soumette à une évaluation psychiatrique avant de pouvoir un jour déposer une nouvelle requête. Puis, elle a regardé Grant, qui tenait toujours sa poupée, pour lui dire que l'enfant vivant sous notre toit avait une mère et un père, et qu'aucun d'eux ne figurait dans son livre de naissance. Grant a poussé un cri, puis s'est tu. Maman est restée figée, pendant que l'huissier de justice lisait la saisine à haute voix, et, pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu sur son visage la certitude d'avoir perdu